Nous sommes le 29 mars 2026 et ce que l'on vit en ce moment est tout simplement historique. Alors, accrochez-vous. Commençons par l'épicentre du chaos. Cela fait maintenant un mois jour pour jour, que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes militaires conjointes sur l'Iran. Depuis le 28 février, le Moyen-Orient est en flammes. Et ce qui devait être, selon les mots de Donald Trump, une opération rapide et décisive, s'est transformé en un bourbier militaire et diplomatique aux proportions colossales. Rappelons les faits, le 28 février dernier, des frappes israélo-américaines ont tué le guide suprême iranien Ali Khamenei dans son propre complexe à Téhéran. Sa fille, son gendre, son petit-fils ont également péri dans l'attaque. En l'espace de quelques jours, 7 hauts responsables sécuritaires iraniens ont été éliminés. Le ministre de la Défense, le commandant des gardiens de la Révolution, le secrétaire du Conseil de défense, un régime décapité mais pas mort, car l'Iran riposte. Et il riposte fort. Depuis le début du conflit, Téhéran a lancé plus de 500 missiles balistiques et près de 2000 drones, 40% vers Israël, 60% vers les bases américaines dans la région. Des missiles iraniens ont frappé Tel Aviv, tuant au moins une personne hier encore. L'attaque la plus spectaculaire de ces derniers jours, 2 missiles ont touché Dimona, la ville qui abrite le principal site nucléaire israélien, blessant Takon. L'Iran a présenté cette frappe comme une réponse directe à l'attaque israélienne sur le complexe d'enrichissement de Natanz. Et hier, un tournant, les Houthis du Yémen sont officiellement entrés dans la guerre. Pour la première fois depuis le début du conflit, le groupe soutenu par Téhéran a tiré des missiles balistiques sur le sud d'Israël. Les forces de défense israéliennes ont intercepté le projectile, mais le message est clair, le front s'élargit. Au Liban, les combats au sol entre le Hezbollah et Tsahal se sont intensifiés à la frontière sud. Les troupes israéliennes ont pénétré en territoire libanais. Au moins 1889 personnes ont été tuées au Liban depuis le 2 mars. 51 soignants tués en mars. 4 hôpitaux fermés. Le bilan humain est accablant. Selon un décompte de CNN basé sur les chiffres des autorités régionales, près de 900 morts en Iran, dont des centaines de civils et plus de 200 enfants. Au moins 19 morts en Israël. 13 soldats américains tués. 25 morts dans les États du Golfe. Côté diplomatique, l'impasse. Trump dit que les pourparlers avancent. L'Iran dit qu'il résiste et refuse de négocier. L'émissaire américain Steve Witkoff attend toujours la réponse de Téhéran à un plan de paix en 15 points, transmis par l'intermédiaire du Pakistan. Et le vice-président Vance a déclaré hier que la guerre allait continuer encore un peu. Et puis, il y a cette menace glaçante des gardiens de la révolution en représailles aux frappes sur des universités iraniennes. Le CGRI a annoncé qu'il considérait désormais les universités américaines de la région comme des cibles légitimes. Délai donné aux États-Unis pour condamner ces frappes, demain, 30 mars. Sinon, les représailles s'élargiront. Et maintenant, parlons de ce qui touche chacun d'entre vous, où que vous soyez sur la planète. Le détroit d'Ormuz est fermé. Ce bras de mer de 34 km de large entre l'Iran et Oman, par lequel transitent chaque jour 20 millions de barils de pétrole, soit 20% du commerce mondial d'hydrocarbures, est à l'arrêt quasi total. Avant la guerre, 138 navires le traversaient quotidiennement. Depuis le 28 février, on en compte à peine 5 par jour. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette crise de plus grande perturbation de l'approvisionnement énergétique de l'histoire du marché pétrolier mondial. Le Brent a bondi au-delà de 126 $ le baril à son pic. L'essence en Californie a dépassé les 5 $ le gallon. Les prix du gaz naturel ont presque doublé en 48 heures en Europe. Le soufre, les engrais, l'aluminium, l'hélium, tout est touché. Goldman Sachs a relevé sa probabilité de récession américaine à 25%. Oxford Economics estime que si le pétrole reste à 140 $ le baril pendant 2 mois, la zone euro, le Royaume-Uni et le Japon entreront en contraction économique. L'Asie du Sud-Est, presque entièrement dépendante des importations énergétiques, est en première ligne. Aux Philippines, des manifestations contre la hausse des prix du carburant ont éclaté il y a 2 jours près du palais présidentiel de Manille. Les analystes sont formels. Si le détroit n'est pas rouvert d'ici mi-avril, les pertes d'approvisionnement vont doubler, passant de 5 à 10 millions de barils par jour.
Les États-Unis et d'autres pays ont déjà libéré 400 millions de barils de leurs réserves stratégiques, la plus grande ponction de l'histoire. Mais ce n'est qu'un palliatif, et en coulisses, des paris suspects. Le Financial Times a révélé que 580 millions de dollars de positions vendeuses sur le pétrole avaient été placés 15 minutes avant que Trump n'annonce une pause dans les frappes pour des pourparlers le 23 mars. Des soupçons de délit d'initiés qui font déjà l'objet d'appels à enquête. Pendant que le monde entier a les yeux rivés sur l'Iran, la guerre en Ukraine entre dans sa 5e année et elle n'a jamais été aussi brutale. Il y a 5 jours, la Russie a lancé l'une de ses plus grandes offensives aériennes de toute la guerre, 948 drones en 24 heures, des frappes de jour en pleine ville à Lviv, où un drone s'est écrasé à côté d'une église du XVIIe siècle classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. 2 morts à Ivano-Frankivsk, un mort à Vinnytsia. Cette nuit encore, l'armée de l'air ukrainienne a abattu 252 drones russes, mais 21 ont atteint leur cible. 5 morts et 13 blessés dans ce que les autorités ont appelé une nuit de terreur pure. Sur le front, 33 affrontements en une seule journée. L'offensive de printemps russe est lancée. Les troupes de Moscou poussent vers Pokrovsk, Konstantinivka et tentent de percer les lignes sur plusieurs axes simultanément. Mais l'Ukraine aussi contre-attaque. Depuis le début de l'année, les forces de Kiev ont reconquis environ 400 km². Février 2026 a été le premier mois depuis 2024 où l'Ukraine a repris plus de terrain qu'elle n'en a perdu. Mais le président Zelensky tire la sonnette d'alarme. L'Ukraine fait face à un déficit de missiles de défense aérienne, car Washington est accaparé par la guerre en Iran. Il réclame désormais des garanties de sécurité claires et a même évoqué la possibilité d'acquérir l'arme nucléaire, aux côtés d'une adhésion à l'OTAN, des demandes que Moscou qualifie de chemin direct vers la Troisième Guerre mondiale. Et un détail qui dit tout de l'interconnexion de ces conflits. Zelensky a révélé hier que la Russie fournissait à l'Iran des images satellites des bases militaires américaines, notamment la base Prince Sultan en Arabie Saoudite, photographiée la veille d'une attaque iranienne qui a blessé des soldats américains. Pendant ce temps, l'Ukraine se rapproche des Émirats arabes unis pour renforcer sa défense aérienne avec des troupes ukrainiennes déjà stationnées sur place. Les pertes russes, selon l'état-major ukrainien, atteignent désormais 830 soldats depuis le début de l'invasion. L'enquête indépendante de Mediazona et de la BBC russe a confirmé l'identité de plus de 206 000 militaires russes tués. Et c'est peut-être là que se joue le véritable basculement géopolitique de notre époque. L'OTAN, cette alliance forgée dans la guerre froide, est en train de se fissurer sous nos yeux. Trump a qualifié l'alliance de tigre de papier. Il a publiquement accusé ses membres européens de lâcheté pour avoir refusé d'envoyer des navires sécuriser le détroit d'Ormuz. Les pays baltes réclament un renforcement de la défense aérienne après que des drones ukrainiens égarés ont atterri sur leur territoire. En France, des manifestations anti-guerre ont réuni des foules aux cris de sortant de l'OTAN, quittant l'EU, ne payons plus pour les politiques de nos dirigeants. Lors du G7 en France, une altercation a éclaté entre le secrétaire d'État américain Marco Rubio et la chef de la diplomatie européenne Kaja Kallas. L'Europe dérive vers la création d'armées autonomes. L'Allemagne a raillé l'initiative française d'envoyer le porte-avions Charles de Gaulle au large de Chypre. L'unité transatlantique se délite et chaque camp accuse l'autre de trahison. Et enfin, signe que la guerre au Moyen-Orient a des répercussions jusqu'au cœur de l'Europe. Hier matin, un individu a été arrêté alors qu'il s'apprêtait à faire exploser un engin artisanal devant le siège de Bank of America, à 2 pas des Champs-Élysées. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a explicitement fait le lien avec le conflit au Moyen-Orient, rappelant des actions similaires aux Pays-Bas où un groupe lié à l'Iran avait ciblé une école juive. Voilà où nous en sommes. Un Moyen-Orient embrasé, une économie mondiale au bord de la stagflation, une alliance atlantique qui vacille, et une guerre en Ukraine qui continue de dévorer des vies dans l'indifférence relative d'un monde qui a les yeux ailleurs. Nous vivons l'un de ces moments charnières de l'histoire, ceux que l'on étudie dans les livres des décennies plus tard en se demandant comment le monde a pu en arriver là. Prenez soin de vous, restez informés, à la prochaine.